Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi, je suis ravi de vous retrouver parce que c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable, important et qui est aussi convivial, chaleureux et très amical. Donc voilà, je suis vraiment très très content. Et Catherine? Moi, je vais vous dire bonjour en basque, Egunon Deneri, et on va appeler nos intervenants Oui. qui nous rejoignent sur scène. Pour décortiquer ce que fait l'Europe en matière de logement. Donc, je vais appeler à la tribune donc Isabelle de Callennec, qui est députée européenne. Madame la députée. Sophie Barbier, qui est directrice du département Europe du groupe Caisse des dépôts. Marcos Rosampere, qui est député européen. Et Grégor Gajewski, qui est, alors pardonnez-moi Grégor, il faut que je retrouve mes petites notes, voilà, chargé de mission à la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Si vous voulez bien vous installer. Bienvenue. Merci. Bienvenue et merci également d'avoir accepté que cette table ronde se fasse en français, ce qui est beaucoup plus simple pour nous tous. Donc retour au débat après une matinée très riche d'enseignements, plein d'informations, plein d'analyses. Et maintenant on va parler de ce que l'Europe veut, doit, peut et surtout veut peut-être faire en matière de logement abordable. Et on avait envie de commencer cette table ronde par vous, Grégor Gajewski, puisque vous faites partie de cette task force dédiée au logement. Mais avant de parler de ce que vous faites, dites-nous ce qu'est cette task force et qui la constitue. Merci beaucoup. À titre préliminaire, je voudrais d'abord remercier M. Jean-Luc Béraud d'avoir consulté les bons oracles pour nous avoir permis de bien déjeuner dans un cadre très verdoyant et très convivial, comme vous l'avez dit. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Et je voulais vous dire, Madame, Monsieur, les élus, les représentants de différentes administrations, représentants de la société civile, que je suis, et j'en passe d'ailleurs, je suis ravi et honoré d'être avec vous. Bruxelles, c'est pas toujours très très loin, mais c'est parfois, et j'espère de plus en plus souvent, très proche des citoyens. D'ailleurs, c'était l'idée de notre présidente, Madame von der Leyen, quand elle a dit ce qui touche aux citoyens touche l'Europe. Et le logement est un problème qui touche beaucoup de citoyens dans nos régions, dans nos villes, et c'est un problème qui est devenu européen. Donc, je voulais souligner cet engagement politique, mobilisation politique, opérationnelle, administrative, à travers toutes les institutions européennes et à la Commission européenne, à travers toute la Commission européenne, à travers tous les services, il y en a plus de 20 services, plus de 20 directions générales, cet engagement, cette mobilisation pour élaborer, réfléchir à des solutions qu'on peut apporter, les solutions qui peuvent accompagner les États membres à différents niveaux en fonction de leur configuration administrative pour résoudre les crises de logement. Et pour répondre enfin à votre question, les collèges de commissaires a créé un service spécial qui est composé de représentants de différentes directions générales. Par exemple, moi, je suis détaché de la direction emploi et affaires sociales. Dans le passé, je me suis occupé des logements. J'ai écrit une publication sur l'utilisation des fonds européens dans les domaines des investissements dans le logement social et abordable et les services accompagnés. Cette publication a été présentée au Conseil à la réunion de ministres l'année dernière. Il y a d'autres collègues qui viennent de la DG, de la politique régionale, de la politique de concurrence. Il y a aussi des experts détachés qui viennent de pays membres. On a un expert qui vient de la Caisse de dépôt, pour ainsi nommer. On aura peut-être un expert aussi du ministère du Logement. Donc, juste pour vous dire que il y a de l'expertise dans ce service. Qui n'a rien de militaire, juste pour faire allusion à ce que M. Béraud l'a dit au début, mais c'est une
ça reflète, ça illustre bien cette mobilisation administrative. Et je voulais vous dire, c'est pas seulement la task force qui coordonne les différentes tâches, élaboration du plan et la mise en œuvre par la suite, mais c'est tous les services, comme je l'ai dit, qui sont concernés. Souvent, dans cette direction générale, comme affaires sociales, dans mon ancienne DG, ou à Eurostat, ou à la politique régionale, il y a des task force aussi sectorielles pour regrouper, pour vraiment faire un levier de connaissances, d'expertise de différentes perspectives. Et une dernière chose, au niveau de l'organisation, et c'est vraiment important, vu la dimension politique de la problématique, la task force qui accompagne, qui soutient les commissaires Dan Jorgensen, comme ça a été dit plusieurs fois lors des interventions précédentes, mais il y a aussi une mobilisation au niveau de tous les membres du collège. Donc il y a un groupe spécial de commissaires qui sont particulièrement intéressés ou qui ont des compétences dans un domaine donné. Par exemple, la vice-présidente qui s'occupe de la concurrence, Madame Ribeira, ou Monsieur Fito qui s'occupe de la politique régionale. Donc cet groupe de projets de commissaires a pour but d'impulser, de donner, d'assurer une dimension politique au développement des initiatives. Nous sommes, juste pour finir et pour donner l'occasion à mes collègues de répondre à votre question aussi, on a lancé un dialogue de logement abordable pour permettre à différents acteurs, à différents niveaux de pouvoir public de donner leur avis sur les développements, sur les solutions possibles qui peuvent être apportées au niveau de la Commission. Parce que la Commission, c'est vrai, a un rôle d'impulsion des propositions, mais c'est après, à différents niveaux des pouvoirs publics, différents niveaux des institutions, de mettre en œuvre, d'avoir cette flexibilité, d'ajuster les réponses aux réalités du terrain. Voilà, donc je suis très content d'être avec vous qui représentez différentes responsabilités dans différentes institutions, organisations, associations, d'échanger et de vous écouter. Vraiment, j'ai écouté avec intérêt, j'ai pris des notes de ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses que je soutiens avec deux mains parce que ça reflète un peu notre approche. C'est une approche de flexibilité, de subsidiarité, d'accompagnement et de soutien. C'est pas une question de remplacement de quoi que ce soit, mais c'est d'accompagner, vraiment de mobiliser toutes les forces vives des États membres de région afin d'apporter les solutions qui sont attendues par nos citoyens. Je suis désolé pour une telle introduction, mais je voulais expliquer des choses importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est très bien, justement, ça permet de poser le débat. Alors, l'Europe, évidemment, c'est la Commission, mais c'est aussi un Parlement. Madame Le Callennec, donc vous êtes députée européenne. En tant que députée européenne, comment est-ce que vous travaillez en matière de logement et comment les choses s'articulent avec la Commission et notamment avec la Housing Task Force? Oui, d'abord, merci beaucoup à Jean-Luc Béraud de m'avoir convié à ces entretiens d'Inchoseta où je reviens toujours avec beaucoup de plaisir et je retrouve un certain nombre d'amis. Donc, merci à vous d'avoir mis à l'agenda cette question du logement en Europe. Ça a été dit très précisément par les intervenants qui viennent de s'exprimer ce matin. C'est un sujet qui est pris à bras-le-corps aujourd'hui au Parlement européen, à la Commission et par les États membres, puisque vous savez que en Europe, on travaille à trois. Ce sont les États membres, c'est la Commission européenne et c'est le Parlement européen. Le Parlement européen qui n'a pas d'initiative des lois, contrairement, et je les salue, à nos collègues députés ou sénateurs au Parlement français. Ça a été dit ce matin, il y a eu une vraie volonté de la part de la présidente de la Commission d'avoir un travail sur la question du logement qui s'était invité pendant la campagne électorale et dans les 27 États membres. Et donc la première décision qui a été prise, ça a été de nommer un commissaire
à l'énergie et au logement. Je précise bien à l'énergie et au logement. Pourquoi? Je pense que c'est parce que, et ça a été répété ce matin, le logement n'est pas une compétence européenne. En revanche, par l'intermédiaire de la question énergétique et de la rénovation énergétique en particulier, on a pu rentrer sur ce sujet. Donc un commissaire, une volonté, une task force au sein de la commission, ça vient d'être très précisément rappelé, avec cette volonté de travailler vraiment avec plusieurs directions, parce que le logement c'est quand même assez transversal, et la création d'une commission spéciale à la demande de plusieurs formations politiques. Vous savez qu'au Parlement européen, il y a 8 formations politiques. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut aller chercher le consensus. Et donc, nous l'avons obtenu, et création d'une commission spéciale où nous sommes 33 donc, députés européens qui représentons les différentes familles politiques. Nous sommes 4 Français. Et donc, j'ai le plaisir de t'accueillir ici aussi, Marcos, puisque tu es député espagnol socialiste. Moi, je suis LR et je siège au PPE, le Parti populaire européen. Et nous avons commencé à travailler avec une présidente espagnole, socialiste, italienne, qui nous fait travailler. Alors, comment travaillons-nous? Nous procédons par audition. Et j'ai refait la liste parce que on travaille beaucoup dans cette commission spéciale, parce qu'on a un agenda. Le commissaire européen Dan Jørgensen, qui est danois, doit lui faire des propositions sur ce plan logement abordable dès le printemps 2026. Donc nous, on a une copie à rendre, le Parlement européen et cette commission spéciale d'ici la fin de l'année. On a donc auditionné des experts. Certains d'entre vous, je pense à Nadia Bouillet, avaient eu l'occasion aussi de s'exprimer. Bien évidemment, la Caisse des dépôts est venue parler et expliquer comment on travaille les uns et les autres. Donc on a déjà abordé plusieurs sujets qui ont été cités ce matin. La réforme des aides d'État, les modèles coopératifs et les partenariats publics-privés, le rôle des politiques fiscales pour contrer la crise du logement, le secteur de la construction et ses défis, la transition énergétique du logement, les défis du secteur de la construction, l'investissement dans le secteur du logement, le droit au logement, le droit à la propriété, la protection des locataires, la financiarisation du marché du logement, la vacance et la réaffectation des logements vides. À chaque fois, des auditions, les parlementaires qui sont présents, une présence de la task force systématiquement, souvent aussi de représentants de la BEI. Vous verrez, j'insisterai beaucoup sur la question quand même du financement. Nous avons fait des déplacements. Ce matin, il a été question de la ville de Vienne. Nous sommes allés au mois de juillet voir comment ça fonctionnait. Certains députés se sont aussi déplacés à Barcelone. Et normalement, le 12 septembre, on doit aller à Paris. Le 12, c'est après le 8, c'est après le 10. Je ne sais pas si on pourra, mais en tous les cas, la question reste posée. D'exemple, en fait, ce qui nous intéresse dans cette commission, c'est le benchmark. C'est de savoir comment les uns et les autres font, modulo le fait que, et ça a aussi été dit ce matin, on vit quand même des situations très, très différentes d'un pays à l'autre, et je pense qu'il faut en tenir compte. Les constats sont faits, ils sont partagés. On peut les uns et les autres apprendre de mesures qui sont prises. Je pense en particulier, et c'est pour ça que je vous posais la question, ce qui a été fait en matière de lutte contre, on va dire, la location de courte durée. Est très inspirante, puisque une loi a été donc adoptée en France et elle peut en inspirer d'autres. On a cité le BRS. Voilà, autant de sujets qui peuvent être généralisés, qui peuvent être proposés, mais chacun doit l'adapter dans son contexte. Et pour laisser la parole bien sûr aux autres, moi j'insisterai beaucoup, et c'est ce que je fais au PPE à chaque fois que je prends la parole, ça reste une compétence des États. Et ça a été dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Lâchez la bride. Voilà. Faut vraiment se souvenir que c'est la politique des États. L'Europe ne résoudra pas les problèmes qu'on s'est peut-être créés nous-mêmes dans nos différents États, et je ne citerai aucun d'entre eux. Mais donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ne pas évidemment tout attendre de l'Europe. En revanche, nous, et moi c'est le travail que je fais à titre personnel, voir tout ce qui, au niveau européen, impacte
la politique du logement, de l'habitat, ça a été cité, ce mot est fort aussi, et de l'immobilier dans nos États membres, pour voir ce qui va dans le bon sens et qui aide, et ce qui, parce que ça peut arriver aussi, met des freins en fait au développement de la politique de l'habitat ou du logement dans certains des États membres. Pour être capable de dire aujourd'hui, il y a peut-être des directives qu'il faut revoir, il y a peut-être des politiques nouvelles qu'il faut impulser, et en tout état de cause, parce que ça reste le nerf de la guerre, comment finance-t-on aujourd'hui la construction neuve, la rénovation, et comment on remet sur le marché? Vous savez qu'il y a quelque chose comme 11 millions de logements vacants. Il y en a 3 millions chez nous, je crois, en France, mais au niveau des États membres. Donc voilà, qu'est-ce qui booste, qu'est-ce qui au contraire met des freins? Comment on lève ces freins dans le cadre qui est le nôtre, évidemment, qui est très contraint avec les compétences qui sont celles de l'Union européenne. Mais on travaille encore à 3, le Parlement, la Commission et les États membres, et c'est pour ça elle est partie, mais je lui rends hommage. Nous avons la chance en France d'avoir une ministre du Logement qui est remarquable, qui connaît les sujets, qui va défendre les intérêts de son pays, ce que chacun fait, je crois savoir, parmi les 27 États membres, qui a bien compris en fait les problématiques qui sont les nôtres, parce que c'est ça aussi, les chefs d'État sont quand même eux qui impulsent aussi la politique au niveau européen et qui discutent en bonne intelligence avec la Commission. Voilà comment on travaille. Merci beaucoup. Marcos Ros-Sampere, quelle est votre vision à vous du rôle de l'Europe en matière de logement, sur les sujets du logement? Est-ce que vous partagez ce que votre consoeur, enfin votre collègue en tout cas, vient de dire? Bon après-midi à tous. Je vais en premier lieu remercier Jean-Luc Béraud pour l'organisation de cette session et pour avoir m'invité à participer. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je vous demande pardon par mon français, mais j'essaierai de parler le plus mieux que je peux. Je crois que l'Union européenne doit, la première chose qu'on doit faire, c'est un compromis politique. Parce que les problèmes de logement, c'est un problème de l'état de providence. Et il n'existe pas de l'état de providence sans un lieu où l'on peut se sentir bien. Si personne n'a pas une place où vivre, il est impossible d'expérimenter l'état de providence. Si les droits au logement il fait défaut, tous les autres droits qui en découlent sont compromis. Tous les autres droits sont compromis. Les piliers de notre système politique vacillent maintenant face à la grave crise du logement que nous traversons. Vous connaissez tous les dates, tous les numéros, et ce matin, peut-être ils sont exposés. Mais à mon pays, par exemple, plus de 87% personnes âgées de 15 à 30 ans affirment ne pas se sentir écoutées par la politique. Mais on doit faire un compromis politique pour les logements. Et je suis très content parce que mon groupe a commencé la législature l'année, il faut une année, et quand on a commencé, on l'a dit à la présidente de la commission quand elle était seulement candidate pour être présidente de la commission, elle a dit on va vous voter, nous sommes socialistes, vous êtes des PPE, on va vous voter, mais on veut un compromis politique, on veut un commissaire de logement, et on veut un plan de logement abordable. Et aujourd'hui, on a un commissaire de logement. Pour la première fois. Et pour la première fois à l'histoire de la Commission européenne. Et on a le compromis d'avoir un plan de logement abordable. Et il y a ouvert un process de consultation et tous les requériments qu'il faut pour l'établir. Après, au Parlement, on a été nombreux groupes, mais aussi mon groupe qui a dit on a besoin d'une commission spéciale, d'un comité spécial pour le logement qui analyse pendant une année, qui analyse toute la situation
et qui apporte des propos, des solutions. Et qu'est-ce que peut faire l'Union européenne? L'Union européenne peut faire beaucoup de choses. Les compétences ne sont pas à l'Union européenne, d'accord, mais les compétences ne sont pas aussi en éducation, et on fait l'Erasmus, et on fait l'éducation supérieure, on fait beaucoup de choses. On peut les faire de la même façon, on peut les faire en logement. On peut faire régulation, et en cette façon, on n'a pas plusieurs des régulations qu'on peut établir parce que ce sont les États membres, mais on peut entrer en question fiscale, on peut entrer en question de location de courte durée, on peut entrer en quelques questions, mais surtout, on peut entrer à les fonds européens. On a les plus grandes possibilités de changer les rôles de l'investissement des fonds européens. En cette façon, j'ai été nombreux rapporteur d'un rapport qu'on va adopter en 2 semaines à la session plénière de Strasbourg. On y reviendra, si vous voulez bien, sur ce rapport que vous D'accord. présentez dans 15 jours D'accord. sur l'investissement en faveur Parfait. du logement, si vous voulez bien. Parce qu'on va aussi donner la parole à Sophie Barbier. Oui, Sophie Barbier, donc vous êtes directrice du département Europe du groupe Caisse des dépôts. Au niveau européen, quelle est la place du groupe Caisse des dépôts dans la promotion et le développement du logement abordable? Quels moyens vous engagez là-dessus? Comment tout ça, ça s'articule? Alors, tout d'abord, je vais, comme mes compagnons de table ronde, remercier Monsieur Béraud pour le magnifique accueil et toute l'équipe pour le magnifique accueil que vous nous avez fait, et pour cette opportunité d'échanger. Alors là, le temps se gâte un peu, mais ça demeure très chaleureux, donc c'est très agréable d'être ici pour parler de ce sujet qui est un sujet effectivement fondamental, une priorité européenne, mais aussi nationale. Donc, sur ce sujet-là, peut-être d'abord une clarification. Donc, je te parle au nom de la Caisse des dépôts. Parfois, la Caisse des dépôts est plus connue à travers son incarnation sur les territoires. C'est la Banque des territoires. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour mentionner la présence de 2 collègues, Delphine Bellegarde-Rieux qui représente la Banque des Territoires dans la région ici à Pau, et Audrey Charluet aussi qui suit ces entretiens depuis des années. Donc, Caisse des dépôts, Banque des territoires, c'est la même chose. Je reviens à votre question. Donc, quel est notre rôle? Alors, bon, ça va être plus modeste que mes copanélistes, mais je pense qu'il y a le triangle institutionnel vous a été rappelé. C'est-à-dire que vous avez d'une part la Commission qui prend l'initiative, vous avez ensuite le Parlement et les États membres qui décident des politiques européennes. Alors là, on est vraiment dans l'impulsion politique, mais c'est ce que rappelait également mon collègue de la Commission. L'impulsion politique, c'est une chose, et ensuite il faut mettre en œuvre. Et donc là, pour le coup, le rôle de la Caisse des dépôts, c'est de mettre en œuvre via des financements, bien sûr, vous le savez, nous sommes un gros financeur du logement social et du logement intermédiaire, mais aussi par d'autres services et par d'autres actions sur les politiques à la fois d'aménagement, de rénovation, etc., sur les territoires en lien avec le logement. Et donc, de ce point de vue-là, je me permets du coup de réagir aussi à ce qui a été dit beaucoup ce matin. On parle beaucoup de la Banque européenne d'investissement, à juste titre, puisque la Banque européenne d'investissement est une banque à compétence européenne. Mais en termes de puissance, on va dire, et d'implication dans le financement du logement, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres investisseurs publics de long terme, tels que la Caisse des dépôts en France, mais on a des collègues italiens, la CDP, on a des collègues polonais, BGK, on a des collègues en fait dans toute l'Europe, on est une trentaine, et la plupart ont des compétences en matière de financement du logement. Et de ce point de vue-là, pour donner juste une illustration chiffrée, je pense que
on l'a dit, la BEI va mobiliser ses moyens et va augmenter ses moyens, donc va les doubler, ce qui est effectivement un effort important. Mais de quoi parle-t-on? On parle de 3 milliards, on passe à 6 milliards pour toute l'Europe. Alors je vous rappelle les chiffres de prêt de la Banque des Territoires l'année dernière pour le logement social, 20 milliards pour la France. Donc ça c'est pour la France. Alors si je faisais le même petit calcul pour mes collègues européens, on a évalué à environ 50 milliards l'effort qui a été fait pour le logement par tous ces collègues européens. Donc si j'en reviens à l'architecture d'ensemble, c'est très important, et ça a été dit à maintes reprises ce matin, c'est très important d'avoir l'impulsion politique européenne, parce que c'est effectivement une crise européenne, mais beaucoup, même l'essentiel de la solution demeure effectivement national, parce que c'est une compétence nationale, voire locale, parce qu'il y a des spécificités locales et des dispositifs locaux. Et donc, je pense que tout l'enjeu, justement, et c'est ce sur quoi travaille la Commission actuellement, c'est de réussir à concevoir une proposition dans laquelle on arrive à articuler cette orientation européenne avec, en fait, une mise en œuvre qui soit adaptée et vraiment qui fasse levier sur l'existant au niveau national et local. Et je finirai juste cette première réponse peut-être par une mention, j'aurais dû en apporter mais j'ai oublié, mais dans le cadre de l'Association européenne des investisseurs de long terme qui regroupe tous les homologues de la Caisse des dépôts, on a fait un travail très intéressant qui est sous forme d'une brochure électronique que vous pouvez consulter sur notre site et où vous verrez à la fois c'est un panorama des différentes situations nationales et de ce que les investisseurs publics de long terme font dans ce cadre. Et vraiment, c'est éclairant et je pense que ça apporte aussi à cette dimension de benchmark dont on a souligné qu'elle était importante, quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci. Merci. Dès qu'on parle d'argent, la pluie tombe. C'est pas les sous. Si ça pouvait être les euros. Oui, mais a priori non. Et du coup, je vais redonner la parole à Monsieur Saint-Péret qui avait travaillé à ce rapport sur l'investissement en faveur du logement. Vous le présentez dans 15 jours, c'est ça à la Commission? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On l'a déjà adopté en Voilà. commission régie de développement régional et on va le présenter à la session plénière en 2 semaines. Je crois qu'il va être adopté. Je crois que oui, parce qu'il y avait un gros consensus entre les principaux forces parlementaires. Et le rapport, c'est que l'idée principale de ce rapport est réformer, de révolutionner certains aspects de la politique de cohésion pour prendre en charge la question du logement. Cela passe par le financement de la construction de logements abordables et la création d'un parc public de logements locatifs pour faire baisser les prix. Et maintenant, la politique de cohésion ne permet pas que l'investissement pour le logement social et pour l'efficience énergétique, mais pas pour les logements abordables en général. Et de cette façon, dans notre rapport, on propose d'incorporer aussi les logements abordables à la possibilité d'utiliser les fonds structurels, les fonds FEDER, les fonds de cohésion, pas en France, pas en Espagne, mais il y a des autres pays qui ont des fonds de cohésion, et les fonds de transition juste. Si on adopte les rapports et la Commission propose les réformes réglementaires qu'on propose dans les rapports, il sera possible d'utiliser ces fonds pour logement abordable. Il y a une deuxième question. On dit que tous les logements abordables qui vont être construits avec des fonds européens doivent être toujours publics ou sous le management public parce qu'ils viennent des fonds qui sont publics. Ils viennent des fonds qui sont composés avec les impôts des citoyens. Il ne peut pas passer comme on a passé en ma pays, qu'on a construit des bâtiments
avec l'argent public et 10 années après, ils sont les fonds de spéculateurs qui ont appris ces bâtiments et ils ne sont plus pour les personnes qui ont plus de nécessités. Modeste. Et il y a une troisième chose, qu'on veut combiner les fonds de la politique de cohésion avec les investissements des banques européennes d'investissement et créer une grande plateforme, c'est dit en français, oui, plateforme, pour avoir plus d'argent, plus d'investissement, plus de possibilités d'investissement et faciliter à les petites mairies, les petites cités ou les grandes cités de faire plusieurs d'investissements en logement abordable. Et vous l'avez chiffré, ou en tout cas un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter? On n'a pas la possibilité de chiffrer parce que dans l'idéal, quoi. Parce que on propose les changements de la politique de cohésion, mais la politique de cohésion est en marche actuellement. C'est la politique 2021-2027 et ce seront les entités de gestion, que peut-être les États membres ou les régions, qui décident s'ils veulent utiliser ou non ces facilités on facilite l'échange réglementaire et les entités de gestion, de management décideront s'ils veulent l'utiliser ou non veulent l'utiliser. Et vous élargissez au logement abordable, ce qui était réservé au logement social et à la réno. D'accord. Merci. Grzegorz Gajewski, comment est-ce que la Housing Task Force se place dans cette politique? Surtout, comment est-ce qu'elle collabore avec les États? Quelle plus-value vous apportez dans votre action? Alors, je voulais vous rappeler que ce service qui compte une vingtaine de personnes, mais qui a un rôle de coordination, a été créé très récemment parce que c'est au 1er février. Mais depuis le 1er février, comme je l'ai évoqué, nous avons des échanges réguliers avec les pouvoirs, avec les représentants des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des associations, de fédérations dans le domaine du logement, de l'immobilier, des architectes, de l'urbanisme. Et nous travaillons de manière très étroite avec les États membres. Par exemple, il y aura avec la présidence danoise au mois de septembre une conférence sur le logement organisée par la présidence danoise. Donc, on contribue à donner des suggestions, des propositions, à contribuer à cet échange de pratiques, des modèles d'intervention, disons, des interventions qui peuvent être considérées comme bonnes pratiques, modèles d'intervention, modèles d'investissement. Donc, on coopère très étroitement. Il y aura en septembre aussi un comité de protection sociale qui a mis à son agenda la problématique du logement social. Donc, avec notre expertise qui est dans la task force, on veut donner une certaine impulsion, on veut attirer l'attention sur l'éventail des aspects qui se posent. Parce que ce n'est pas seulement la politique de logement en tant que telle qui est en ligne de mire, mais il y a la politique d'aménagement du territoire, des aides d'État, de l'environnement, de climat, d'énergie absolument, de la politique urbaine, de cohésion. Donc il y a un éventail de politiques qui contribuent, qui ont des effets directs ou indirects sur le marché de l'immobilier, sur le marché dans le secteur du logement. Donc c'est ça qui est très important de voir différents aspects. Bien sûr, la politique de l'emploi, des compétences, des affaires sociales, comment combiner différents angles, différentes perspectives, comment instaurer cette synergie d'approche, de perspectives pour avoir un meilleur résultat. Et je voulais vous parler et souligner l'importance de cette mutualisation de connaissances, mutualisation d'expertise. Parce que, comme on l'a dit ce matin, et hier j'ai échangé avec certains de collègues, les erreurs du passé, disons, les expériences des États membres ou des régions, des villes
qui ont revendu peut-être leur parc social ou les parcs de l'immobilier social, du logement social, et qui maintenant se retrouvent face aux enjeux. Donc ces erreurs, ces leçons doivent être prises en considération. Comment, du point de vue opérationnel, administratif, politique, comment éviter les écueils pour faire mieux. Et une considération, je pense, le rôle de la Commission, c'est aussi d'insuffler, de développer une certaine dynamique de coût-efficience, hein, parce que on a des contraintes budgétaires dans les États membres, et maintenant la question qui se pose, comment travailler, comment vivre, comment développer des politiques avec ces contraintes budgétaires, donc comment faire mieux ou plus avec moins. Et je pense cette considération sur les coûts-efficacité, sur les avantages économiques aussi, des interventions, des politiques. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Par exemple, je vous parlais par exemple sur les sans-abrismes, qui est un problème très important dans l'Union. Ça a été dit ce matin, qui a augmenté substantiellement à travers lors de ces dernières années. Donc, on souhaite, par exemple, mettre en place une étude, une recherche pour évaluer les coûts de la politique de logement d'abord. Vous voyez les coûts qui sera moindre si on laisse les choses passer, se développer, c'est-à-dire accroître si le nombre de sans-abri s'accroît. Parce que on a vu sur la base de certaines villes que, par exemple, en Finlande, la Finlande était un bon pays, vous voyez comment adresser les problèmes de sans-abrisme, vous le savez peut-être. Hein. Donc, comment utiliser les moyens opérationnels, financiers, pour résoudre les problèmes, pour contribuer à résoudre la résurgence ou l'accroissement des problèmes dans le futur. Parce que vous avez mis dans le titre parle de l'urgence européenne. L'urgence européenne, c'est-à-dire maintenant, il y a des problèmes maintenant qui doivent être résolus parce que les gens, nos citoyens n'arrivent pas à se loger, mais il faut penser aussi à cette urgence qui va se perdurer. On en a dit, on a parlé de problèmes structurels et non pas seulement conjoncturels. Donc, comment prendre des décisions et engager une dynamique pour avoir des résultats dans 10 ans, vu aussi les tendances démographiques aussi. Donc, comment avoir cette vision, hein, ça a été dit aussi par la ministre de manière excellente, comment avoir cette vision et mobilisation des différents moyens financiers, opérationnels et administratifs pour créer un esprit de résilience, vous voyez, pour prévenir des problèmes, la résurgence des problèmes dans l'avenir. Parce que les décisions qui vont être prises, ça prend du temps pour les faire réaliser. Vous le savez mieux que moi, que ça prend des années, hein, 5, 8 ans, ça dépend de contexte. Donc, les décisions maintenant, l'urgence, les moyens qu'on met maintenant à disposition contribuent à réduire les risques d'urgence, résurgence et répétition des urgences locales et régionales à l'avenir. Donc c'est ça ce qu'il faudra aussi, vous voyez, avec les outils de suivi, de benchmark, d'évaluation de la situation. Cartographie ce matin. Exactement, de cartographie et d'évaluation. Je parle de l'évaluation des interventions ou des politiques, vous voyez, sur la société, sur l'économie. On a parlé très bien dans une approche, vous voyez, globale de développement de l'habitat, de l'aménagement de territoire en tant que tel. Parce que c'est une question de vision politique et de vision opérationnelle. Vous voyez comment faire des pôles d'attraction ailleurs que dans les grandes métropoles. Et des tendances actuelles indiquent que les villes vont s'accroître dans les proches à venir. Donc cette évaluation des coûts économiques et d'impact social, vous voyez, des différentes interventions, des différentes politiques, est très importante pour bien utiliser l'argent public, que ce soit européen ou local, régional, en fonction de niveau. Donc, c'est ça les problèmes qui se posent. Et c'est pour ça qu'il y a différents fonds européens à disposition. Et on peut les voir de différentes sous différents angles, que ce soit le développement régional ou inclusion sociale, hein, le Fonds social européen pour adresser les problèmes de sans-abrisme ou l'inclusion sociale. Mais aussi il y a l'Horizon Europe, par exemple, qui s'occupe d'effectuer de la recherche. On a parlé tout à l'heure
des problèmes de la productivité ou du secteur de la construction. Comment accroître la productivité du secteur de la construction? Comment introduire, développer l'innovation dans la construction? Comment réduire les coûts? Ça n'a pas été dit, mais je voudrais le signaler, je l'ai souligné à Madame la Ministre, les problèmes des compétences, vous voyez, de la main-d'œuvre. Il y a un certain nombre de gens, un nombre considérable de gens, je ne me rappelle plus les nombres au niveau de toute l'Union européenne, qui vont partir à la retraite, vous voyez, qui travaillent actuellement dans le secteur de la construction. Donc il faudra réfléchir maintenant comment ces gens, ces salariés vont être remplacés, comment organiser les systèmes d'éducation, de formation attractifs pour les jeunes, voyez, pour éviter les lacunes de main-d'œuvre. Et maintenant, vous voyez comment développer les systèmes de formation, c'est lié avec le logement aussi, dans une approche de décentralisation. Comment, vous voyez, offrir des opportunités de logement à des jeunes qui veulent peut-être poursuivre cette formation, mais qui souvent ne peuvent pas saisir les opportunités parce qu'il n'y a pas de logement. Et je voulais souligner, juste pour finir cette intervention, un mot très important, parce qu'on parle des crises de manière très négative. Effectivement, il y a cette crise où, comme certains l'ont dit, situation structurelle, pas seulement conjoncturelle, dans le secteur du logement. Mais il y a aussi des opportunités, repenser la ville, repenser l'habitat, repenser l'aménagement territorial, repenser l'accroissement économique pour ne pas cumuler disons, l'avenir économique, développement économique dans un seul endroit, mais diversifier peut-être, voyez, les pôles d'accroissement, de développement économique. Donc c'est toute une approche globale que la Commission, que la Task Force veut promouvoir. Et bien sûr, cette vision globale du développement urbain durable est très importante. La Commission prépare un agenda pour les villes. Certains l'ont entendu parler parce que nous avons avec nous les collègues qui représentent les villes. Donc, c'est une opportunité aussi de voir cette approche globale d'aménagement du territoire, de développement économique, social et de cohésion territoriale. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais signer. Merci. Merci. Cet élan que vous portez, en tous les cas, vous quatre à la tribune et sans doute d'autres membres de la task force, il se confronte à une réalité aussi géopolitique, à d'autres enjeux européens, entre une Europe qui ne parle pas toujours d'une même voix. Est-ce que le logement ne va pas être une nouvelle fois la dernière, c'est pas correct comme expression, mais quand même la dernière roue du carrosse, et une urgence qui n'en sera plus une au regard d'autres urgences qui viendront supplanter celle-là? Ça dépend de nous. Je pense qu'on n'a pas fait tout ce travail depuis plusieurs mois pour l'abandonner à l'autel des nouvelles opportunités qui se présentent et des nouvelles priorités. Dans les nouvelles priorités qui ont été annoncées par la Commission en particulier et Raphaël Efito, qui est vice-président donc en charge notamment des politiques régionales, le logement reste donc prioritaire. Il a même, et ça a été dit ce matin par Laurent Guéquière, proposé que les États membres qui le souhaitent revoient leur maquette de fonds structurels dédiés au logement pour multiplier par 2 les enveloppes consacrées. C'est à chaque État membre de se saisir ou pas de ce sujet-là. Ceci étant, dans la plupart des régions, moi je vois en Bretagne, on a déjà fléché nos fonds européens vers un certain nombre de projets. On n'a pas l'intention, je pense, de revenir dessus parce que certains attendent les fonds qui leur sont promis, puisque vous savez que les programmations budgétaires européennes, c'est sur 7 ans. Donc là, on vit sur 21-27. Et on commence dès à présent à travailler sur 28-34. Et il y a eu des annonces, vous étiez peut-être déjà partis en vacances, nous non, le 16 et le 17 juillet, par la présidente de la Commission sur le futur cadre financier pluriannuel, dans lequel, là aussi, on va avoir des priorités, semble-t-il, un peu plus axées sur la défense que jusqu'à présent, et une grande question se pose sur les financements à venir. Il est question de remettre en cause
et la politique agricole commune et la politique des fonds régionaux, dont les fameux fonds structurels. C'est pour ça que le rapport de notre collègue Marco, c'est très important, parce qu'on a déjà un texte sur lequel on a travaillé, nous, au Parlement, toutes les sensibilités politiques qu'on a adoptées en commission dite régie. Moi, j'en suis membre, hein, c'est la commission en fait des fonds structurels et des fonds régionaux. Donc on a une base de discussion qui démontre en fait ce que l'on souhaite porter. Moi j'étais d'ailleurs rapporteur fictif, ça s'appelle comme ça, au Parlement européen, à la commission emploi, qui donnait un avis sur ce texte à la commission régie. Et d'ailleurs on a évoqué ce que vous venez de rappeler, la question des compétences. Puisqu'il nous faut au niveau européen des compétences dans le domaine de la construction, du logement, de l'habitat, pour relever les défis qui sont les nôtres. Donc on arrive dans une période qui est intéressante sur le plan de nos priorités. Quelles sont-elles? C'est une priorité des citoyens européens. Alors, nous, au Parlement européen, on est élus par les citoyens, donc on est quand même assez sensible à ce qui sont leurs préoccupations, le logement, l'emploi, la formation, l'éducation, la rénovation énergétique, l'environnement. Tout ça, ce sont des sujets, évidemment, que nos concitoyens ont à cœur. Donc, il reste à nous de faire vivre ce travail qui est fait. Vraiment, j'insiste de façon très intense. Moi, c'est la première fois que je vois une connivence entre guillemets comme celle-là entre la commission du Parlement européen, pardon, parce que parfois c'est un peu confus, la commission spéciale qui travaille beaucoup, qui fait des propositions, les partis politiques, le Parti socialiste européen l'a fait, nous au PPE on l'a fait, on a nos priorités sur lesquelles on va insister. Certaines rejoignent ce que j'ai entendu ce matin, donc ça me ravit, sur la lutte contre la bureaucratie, les formalités administratives qu'il faut lever, sur les exigences aussi qui sont parfois imposées à nos banques locales. On parlait de la Caisse des dépôts tout à l'heure, mais on a nos banques qui financent le logement en France. C'est pas partout le cas. Je ne citerai pas certaines banques de chez nous qui financent vraiment le logement, l'accession à la propriété. Si on n'y prend pas garde, il risque d'y avoir des contraintes qui vont peser sur ces banques, et en particulier l'exigence de fonds propres pour ces banques-là pour prêter. Ça, il faut surtout pas. Il y a des choses qu'il faut qu'on balaye dans ce qui existe aujourd'hui, et il y a des choses qu'on ne veut surtout pas voir venir, comme effectivement cette possibilité-là, ou vous en avez peut-être déjà entendu, ce qu'on appelle ETS2, le marché des quotas carbone. L'ETS déjà pèse en fait sur l'économie. Si ça s'applique au logement et à l'habitat, ça va renchérir encore plus les coûts. Donc ça, des choses à ne pas faire. Les partenariats publics-privés, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Donc, un certain nombre de législations à revoir. Le commissaire lui-même, Dan Jorgensen, a commencé à travailler sur la directive EPBD. Donc, c'est ce qu'on appelle la performance énergétique des logements. Et vous savez, chez nous, en France, on est un peu concerné par les DPE-FG. Voilà, vous avez peut-être lu récemment que grâce à l'électricité, certains vont pouvoir repasser dans une catégorie supérieure. Ça va remettre sur le marché un certain nombre de logements, et ça, c'est une bonne nouvelle. Les enveloppes qui sont sous-utilisées. En fait, il y a beaucoup de fonds, moi quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, il y a beaucoup de fonds européens fléchés vers le logement. C'est parfois assez difficile de s'y retrouver, d'où l'idée de la BEI d'avoir une espèce de guichet unique avec une vraie information de tout ce qui existe, pour qu'une bonne fois pour toutes, on sache à quel arrosoir finalement on peut prétendre. Et ça, cette plateforme pan-européenne du logement qui était annoncée, du financement du logement, va dans le bon sens. Ça va résumer entre guillemets tout ce qui existe. Et puis je pense que on doit, je parlais des logements vacants, absolument mettre le paquet, ça c'est mon dada, sur la rénovation énergétique thermique des logements, pour remettre sur le marché des logements vacants, parce que un certain nombre de logements vacants le sont parce que ce sont des passoires thermiques. Donc il y a un gros travail à faire, et ça a été dit très justement ce matin, avec des prêts à long terme. Les prêts à long terme, ça va être très important. On s'inscrit sur du 20 ans, sur du 30 ans. Voilà, donc je pense qu'on a les outils.
il faut qu'on les coordonne, il faut qu'évidemment chaque État membre fasse son propre diagnostic et ait ses propres priorités, et l'Europe viendra en soutien, en complément, pour booster tout ça. Par contre, il ne faut pas que l'Europe se mêle de ce qui ne la regarde pas, entre guillemets, si je peux me permettre, et revoit toutes les législations. Je me permets d'insister, et c'est le travail que l'on fait avec la Commission, qui sont autant de freins, en fait, et qui ne sont pas adaptés à certains États membres en particulier. C'est toute la difficulté, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. Hein. On a un cadre vraiment général, mais il faut qu'on arrive à lever ces freins. Et la BEI a quand même annoncé, et là aussi il faudra qu'on soit d'accord les uns avec les autres sur les priorités de la BEI. Je crois que c'est 10 milliards d'euros sur 2 ans, ce qui n'est pas une paille quand même. Il faudra savoir où ça va. Et j'en terminerai par là. Je ne voudrais pas refroidir notre enthousiasme, mais les fonds structurels européens ne sont pas particulièrement dédiés à la France, d'ailleurs tu l'as rappelé, mais plutôt à des États d'Europe centrale. Vous savez que la France est contributrice nette à ces fonds-là, il ne faut pas trop espérer dessus. En revanche, je pense qu'un travail avec des banques qui prêtent, à des taux bien sûr convenables, abordables là aussi, on peut effectivement trouver notre bonheur et je pense que, par contre, il faut pas lâcher là-dessus. Sur le financement, il faut qu'on soit parce que ça passe par là, voilà. Donc on a vraiment besoin de règles qui sont établies une bonne fois pour toutes, qui sont adaptées et adaptables dans chaque État membre. Et je pense qu'en fonction des États, ça a été rappelé très justement ce matin, entre ceux qui ont un taux de propriétaire supérieur à 90% alors en France on doit être à 67. On doit être pas loin de 60 et au niveau européen 68, quelque chose comme ça. En Bretagne, on est aux 2/3. Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter, donc avoir une grande règle générale qui convienne à tous. Et puis nous, on nous soumettra des textes. Oui. Et dans ces cas-là, on les amendera. C'est ce qu'on a fait avec le texte de notre collègue Marcos. Voilà. Merci. Si vous me permettez. Mais oui, bien sûr. Voilà. On parle de banque. Réagir, si vous parlez de financement, je suis en ébullition. Je pense que effectivement, enfin, la question des priorités au niveau européen, elle est très juste. Votre question, c'est-à-dire il y aura toujours d'autres priorités. Il y a la guerre, il y a la compétitivité. Bon, et donc, et même en dehors de ça. Le budget français, on voit bien, rencontre certaines limites, le budget européen aussi. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y aura pas de miracle de toute façon. Donc, on parlait du prochain cadre financier pluriannuel. Évidemment, il faut tout faire pour qu'il y ait le maximum de montants alloués au logement, mais de toute façon, ça sera pas suffisant au vu des défis qui existent. Donc, ce sur quoi, là, je voudrais peut-être insister, mais du point de vue de l'opérateur, hein, c'est cette question d'efficacité de la dépense que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait qu'il faut essayer d'activer cette dépense au maximum. Et l'activer, ça signifie peut-être changer la manière dont on l'utilise quand on le peut, être moins sur de la subvention pure et simple, mais plus sur ce qu'on appelle du blending. On le fait déjà, hein, sans le savoir. Le blending, ça veut dire que vous prenez de la subvention, mais vous l'utilisez pour qu'il y ait par exemple de la dette attachée à cette subvention, et donc ça vous permet de diminuer le coût du financement et donc de pouvoir avoir évidemment un effet de levier. Et cet effet de levier, il est valable alors grâce à l'intervention d'investisseurs publics de long terme, bon, donc je parle de ce que je connais, mais également, et vous avez tout à fait raison, des banques qui elles ont tendance à venir dès lors que il y a à la fois un programme européen, une banque publique. C'est toujours plus facile pour une banque privée de venir ensuite, et ça, c'est ça l'effet de levier
qu'il faut que les politiques européennes recherchent pour le logement, et le logement s'y prête finalement assez bien. Le logement, c'est avoir un horizon de très long terme, c'est avoir une partie peut-être bonifiée pour ce que les économistes appellent les externalités, l'environnement, etc. Mais autrement, ça se prête quand même à ce type d'approche. Donc ça, c'était ce que je voulais ajouter sur la partie contraintes financières. On peut toujours parler des montants et discuter des montants et dire il faudrait plus, etc. Il y a un moment aussi, il faut parler de la manière dont tu utilises ces montants et pour le faire de la manière la plus efficace possible. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être je vais citer un programme qui est alors sans doute dans le panorama que vous avez fait, mais qui n'est pas le plus connu pour le logement, mais qui s'appelle le programme InvestEU. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une garantie. Donc c'est une garantie communautaire qui va bénéficier à des partenaires de mise en œuvre qui sont en fait, alors il y a la BUI, la Caisse des dépôts, voilà, tous les investisseurs publics de long terme, la Banque du Conseil de l'Europe qui est importante aussi sur le logement, et donc qui avec cette garantie vont pouvoir par exemple prêter, et donc en prêtant attirer des investisseurs privés. Le bénéfice pour la Commission, c'est qu'en fait c'est une garantie. Donc c'est une garantie, ça veut dire que vous avez déjà, elle n'est que partiellement couverte par le budget, donc déjà vous avez un premier effet de levier. Ensuite, cette garantie permet de faire des prêts qui évidemment, par exemple, sont 2 fois plus le montant de la garantie. Et ensuite, ces prêts vont aller financer des projets où il y aura d'autres financements qui viendront. Et donc là, vous avez des effets de levier qui apparaissent, qui sont tout à fait, comment dire, vertueux pour pouvoir faire face aux besoins. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais aussi, et là j'abonde aussi dans votre sens, il y a le problème du prochain cadre financier pluriannuel. Alors ça peut paraître lointain parce qu'on est en train de parler 2028-2034. Alors l'intérêt de l'Europe, c'est qu'on se projette un petit peu quand même. Et donc, effectivement, moi, peut-être que, bon, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations, donc peut-être que je crains de manière trop à tort, mais si vous voulez, le prochain cadre financier est construit en 3 paquets. Et donc, il y a un grand paquet programmes nationaux, un grand paquet fonds de compétitivité, puis un 3e paquet sur l'externe, sur la politique extérieure. Et donc, tel qu'on le comprend, le logement sera plutôt dans le premier paquet, donc les programmes nationaux. Et donc là, on revient sur le problème que vous évoquez, c'est-à-dire à côté des autres enjeux auxquels pourront avoir faire face ces différents États membres, est-ce que le logement sera vraiment un enjeu important? La compétitivité. La compétitivité devrait, à mon avis, parce que finalement, la compétitivité européenne, c'est pas qu'une question d'innovation et d'entreprise tout court. C'est une question aussi d'infrastructure. Votre entreprise, elle est compétitive parce qu'elle a des gens bien formés, des gens en bonne santé, des gens bien logés. Et donc là, on retrouve le logement comme élément clé de la compétitivité européenne. Mais ça, honnêtement, en lisant les premiers textes, je suis pas sûre que ça soit tout à fait évident. Et donc là, on se retrouve face à un problème parce que ce que je vous décrivais pour InvestEU, qui actuellement est faisable dans le cadre actuel, dans le cadre demain, si ça sera rattaché au fonds de compétitivité, en fait, si le logement ne fait pas partie de la vision élargie de la compétitivité qu'on devrait avoir, ben, le logement ne pourra plus bénéficier de ce type de dispositif et donc de l'intervention des partenaires tels que la BI, la Caisse des dépôts, etc., à ce titre. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même peut-être politiquement ou institutionnellement un warning à mettre à ce sujet. Alors, si je peux encore réagir sur un mot-clé qui est la plateforme. Donc, la plateforme, je pense qu'il faut être ambitieux, en fait. Et donc, ce qu'a fait la Banque européenne d'investissement est très intéressant et une première étape, et ça vaut le coup d'aller voir si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils ont fait un site dans lequel on peut voir, quand on recherche un financement, ce que la Banque européenne peut proposer. Une fois que j'ai dit ça, la Banque européenne renvoie ensuite à ses différents partenaires, et donc notamment la Caisse des dépôts, etc., puisqu'on est partenaire de la banque. Mais cette manière de construire cette plateforme, moi je la comprends parfaitement du point de vue de la Banque européenne, je pense que ça n'est pas suffisant du point de vue de l'utilisateur final. Et donc là, je fais passer les messages à la Commission, je pense que si la Commission doit retravailler sur cette base-là,
il faut qu'elle conçoive une plateforme où on fait un changement copernicien de point de vue, c'est-à-dire qu'on part du besoin. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez un besoin, vous êtes en France, vous cliquez sur une carte de France, voire une région, et là, vous avez tout ce que vous pouvez obtenir pour financer le logement. Et c'est dans ce sens-là que ça va marcher, non pas en faisant des entrées par fournisseur de financement ou par programme, ce que fait beaucoup l'Europe en fait. Il faut partir à mon sens, mais ce qui demande un petit travail à la fois de recensement, mais que vous savez faire, un travail évidemment de mise en forme, etc. Mais ça serait ça la vraie plateforme, c'est-à-dire vous entrez d'où vous êtes, donc on revient sur cette notion que le logement c'est quand même quelque chose qui est lié à un territoire, d'où vous êtes, et là vous trouvez toute la gamme de financement que vous pouvez solliciter pour pouvoir financer votre projet. On en revient à une simplification, C'est une qui simplification. n'est pas forcément le fort de l'Europe. Merci. Alors le maître du temps est venu nous dire que voilà, il était temps de... Voilà, c'est l'heure terminer. des questions du public. Un micro va circuler parmi vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. 2 questions. 2 questions, nous dit Jean-Luc. Alors, je reprends ce que dit Henri Buzicazo à chaque fois, puisqu'il n'y a pas de première, prenons la deuxième. Je ne vois pas de main. À Monsieur Chapeau. Loïc. Je voulais rebondir sur un sujet qu'a abordé Madame Le Callennec et poser la question aux représentants de la Task Force européenne, puisque dans le panorama que vous avez brossé des champs d'intervention que vous identifiez, la réglementation bancaire n'a pas été citée. Or, on sait que c'est quand même un sujet de préoccupation. En tout cas, en France, on le ressent bien. D'ailleurs, on a jugé utile d'en rajouter une deuxième couche en France avec la réglementation du HCSF, mais peu importe, ça c'est un problème français. Mais est-ce que dans le champ d'analyse, voire de simplification, l'application des règles de Bâle 3, Bâle 4, pour donner leur petit nom pas très sympathique, est bien intégrée? Est-ce que ça fait partie des choses que vous analysez comme éventuel point de blocage qu'on pourrait lever, pas complètement, sur quelques points? Ah ben là, moi je pense, j'ai eu cette commande entre guillemets par certaines banques françaises qui m'ont alerté sur cette difficulté qu'il va y avoir si cette règle s'applique, parce que la France n'est pas un exemple qui se retrouve dans les autres États membres. Elle a un mode spécifique de financement du logement en particulier qu'on ne retrouve pas partout. Et donc la France va sûrement être très pénalisée si jamais effectivement on exige d'avoir, je crois que c'est 4 fois le montant du capital. Vous avez peut-être entendu parler de sur les fonds propres, c'est ça? Exactement, sur les fonds propres. Donc ça, c'est très inquiétant. Et donc, je veux juste élargir, je ne sais pas si j'aurai de nouveau la parole, mais donc je pense que cette question du financement, il faut vraiment la porter. Je rejoins ce que vous avez dit. Si on peut pas se faire avoir sur la question du logement, du financement du logement, il faut asséner le fait que on doit l'aborder dans le volet compétitivité, parce qu'à tout point de vue, ça répond et ça coche toutes les cases de la définition de la compétitivité d'une activité en Europe. C'est, je crois, 10% du PIB européen quand même, donc c'est pas rien. Et je peux lancer un appel? Allez-y. Allez-y, profitez. Le micro est ouvert. Moi, je suggère qu'on crée une task force française avec nos parlementaires qui suivent ces questions-là de très près. C'est votre cas. On a des sénateurs aussi. Avec les parlementaires européens, on est au moins 4 à être dans cette commission spéciale, mais ça en concerne davantage, bien sûr. Je pense qu'il faut intégrer les élus locaux. On en a parlé un peu. Alors moi, je suis une ancienne maire et présidente d'Aglo et je suis conseillère régionale, donc j'oublie pas d'où je viens. Je pense que les élus locaux aussi, qui sont ceux qui signent les permis de construire,
qui sont ceux qui ont besoin d'avoir des règles, des financements, enfin, et un cadre clair, doivent faire partie de la réflexion, et que on liste, parce que vous l'avez dit très justement, la consultation elle est ouverte là actuellement. On peut aller sur le site internet, donner son avis, etc. Je pense que si on a une réflexion à plusieurs sur ces sujets-là, on sera en capacité de rendre une copie, entre guillemets, y compris à notre ministre, parce que j'insiste là-dessus. Nous, on est le Parlement, il y a la Commission. Les États membres doivent aussi aller chercher, entre guillemets, l'intérêt de leurs compatriotes et le logement en état. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit ce matin, tout ce qu'on va continuer à écouter cet après-midi, le débat qu'on a, la question que vous posez très justement, qu'attendez-vous de l'Europe? Moi, je suis là aussi pour ça aujourd'hui. Hein. On reprend les travaux lundi. Voilà, on va repartir avec notre petit cartable, plein des bonnes idées que vous avez eues ici. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse, parce que Jean-Luc a réussi le tour de force habituel de réunir tout ce que le logement compte en France, ici à Bunus. Je pense qu'il faut qu'on porte cette copie. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la Caisse des dépôts avec nous, qui travaille depuis plusieurs mois sur cette question des financements. Il faut formaliser tout ça, et il faut vraiment avoir identifié, je crois qu'on l'a fait, les leviers et les freins, et travailler là-dessus. En ouvrant le capot et en le faisant vraiment dans le détail. Voilà. L'appel est lancé. Mais enfin, bon, voilà. L'appel est lancé. Est-ce qu'il y a une autre Comment ça se dit task force en basque? Alors, ça, nous on peut pas. Moi, je sais juste bonjour et merci, donc je peux pas. Mais moi, le bonjour, je ne risque pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Une réaction? Oui, je vous en prie. Peut-être je vais réagir de mon côté aussi, ce qui a été dit, ce que vous avez suggéré. Donc, on veut prendre en considération différentes sources des problèmes actuels, de la crise des logements actuels. Donc, une des sources, ça peut être les coûts de l'argent, les coûts des finances. Hein, et on les prendra en considération, et on réfléchira, bien sûr, au niveau politique, comment traiter les problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a réglementation. Après, ce que vous avez dit, Madame la députée, ce qui est très important, c'est d'établir les bons niveaux d'assurer les bons niveaux de responsabilité. On travaille sur les questions de gouvernance. Quels problèmes doivent être traités à quel niveau? C'est très important d'identifier les bons acteurs pour avoir de bonnes solutions. Si vous n'identifiez pas les bons acteurs, vous passez à côté de la plaque. Hein. Vous risquez de passer à côté de la plaque. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est un des objectifs principaux du message politique qui pourrait être inclus dans les plans, parce que vous savez, les choses sont en train d'être développées. Donc je vais rien dire de ce qui est solide, parce que voilà, on est en train de consulter, de parler, d'échanger, etc. Mais cette question de gouvernance est très importante. Donc je pense qu'il y aura un message à ce point-là qui a vraiment une application de pouvoir public, de la société civile, des citoyens, peut-être l'exemple de la France, hein, avec les assises sur les logements qui ont été faits il y a 2 ans. Oui. Je pense que c'est un bon exemple. Bon, après, les résultats finaux, peut-être... Vous faites sourire l'assistance, là, oui. Vous pourriez me dire que ce n'est pas un bon exemple. Mais juste pour souligner l'importance de cette approche participative, d'engager les bons organismes, les bonnes entités publiques, privées, afin d'obtenir des résultats optimaux. Parce que tout le monde doit être concerné par problématique, avec différents angles de vue. Après, certains d'entre vous pouvez me répondre, bien sûr qu'il y a une décision politique qui est prise au nom de certains principes, au nom de certains objectifs. Ok, mais il y a un débat démocratique, et je pense que c'est ça qui singularise un peu la question du logement, parce que ça touche les citoyens. Donc c'est très important d'organiser des débats, des discussions peut-être au niveau local, dans les espaces ruraux, dans les espaces urbains, dans les différentes formes de collectivités territoriales, comment les citoyens veulent
résoudre les problèmes de logement. Avec quels moyens, quelles décisions, avec quel timing aussi, parce que ça c'est très important, avec quels instruments financiers. Et je voudrais appuyer ce que Sophie Barbier a dit, cette question de levier est très importante. Donc combinaison de subsides et d'instruments financiers. La Commission, avec la proposition de réévaluation de mid-term review de fonds de cohésion, a proposé des modèles des instruments financiers. Très important, il faut changer aussi l'esprit, la perception de ces instruments financiers. La Commission met à disposition, comme je l'ai dit, de moyens, d'expertise, comment développer ce genre d'instruments financiers pour être mis en place, parce que ça peut paraître complexe. Parfois, il y a des considérations, comme je l'ai indiqué, coût-efficacité qui sont questionnables, qui sont controversées, mais justement, cette expertise qui est mise à la disposition par la Commission est très importante, parce que il y a bien sûr cette garantie européenne InvestEU qui a été avec Social Window, avec les SME Window, très importante, mais vous voyez, avec cet instrument, cette architecture de financement, il y a l'expertise qui va avec. Donc voilà, moi je fais un autre appel, si vous permettez, de voir d'autres moyens innovants de financement, de combinaison des différentes sources de financement, que ce soit avec les subsides, les instruments financiers de partenaires de banques promotionnelles comme la Caisse des dépôts ou la BI, ou d'autres peut-être des investisseurs privés. Il y a un certain nombre d'investisseurs pour lesquels l'impact social est très important. Les banques éthiques, les banques alternatives. Donc il faudra profiter, disons, utiliser les potentiels, utiliser l'opportunité, encore une fois je mentionne ce mot-là, l'opportunité de faire mieux, plus avec moins. Et juste le dernier mot sur la simplification, parce que c'est un sujet très important, je l'entends régulièrement. Donc la Commission a fait les propositions pour les prochains cadres financiers en juillet, oui, et un des objectifs principaux c'est de simplifier, de réduire la charge administrative, de travailler plus vers les objectifs stratégiques, politiques de l'Union, d'adapter les financements aux réalités du terrain. Et c'est le rôle des autorités de gestion dans les États membres et l'importance des partenariats, des coopérations, d'implication des organismes du logement social, des différents acteurs qui travaillent sur les questions de logement social ou abordable intermédiaire, d'être à la table de discussion, comment les fonds européens doivent être dépensés, avec quelles modalités, etc. Okay. Merci beaucoup. Vraiment merci. Alors, attendez. Comme il a fait un gros effort, je suis d'accord. Parler en français. Allez-y, je vous en prie. Ah, d'accord. Je voudrais ajouter une chose en plus pour terminer. On parlait de politique. On peut parler aussi de gestion, on peut parler de comment améliorer la gestion et simplifier, mais on parlait de politique. Et on a besoin d'un compromis politique. Et l'Union européenne a des instruments, seulement des instruments. La régulation législative, que c'est trop petite parce que c'est compétence des États membres, et les fonds, l'argent. Et on a les propositions et on peut parler de 2021-2027, les reports, c'est pour changer les rôles, d'accord. Mais on a sur la table la proposition pour l'argent 2028-2034. Et il n'y a pas de fonds de cohésion, il n'y a pas de politique de cohésion, il a disparu. Il a été disparu pour un fonds national à tous les membres. Il n'a pas un fonds pour les logements. Ça veut dire que maintenant, c'est le moment de faire la bataille parce qu'on a une année et demie, 2 années au Parlement et toutes les institutions, tous les États membres pour les combattre pour les cadres financiers pluriannuels 2028-2034 et obtenir qu'on a politique de cohésion et on a un fonds exclusif pour les logements. On a besoin de faire la bataille et on commence la bataille. La bagarre maintenant. Merci. Merci à tous les quatre. Merci à tous les 4. Vraiment merci.